Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne. Et comme ça a été première chose due, nous sommes heureux d'être en ligne avec le général François Chauvency, général de l'armée de terre du cadre de réserve, expert sur les questions de guerre, de l'information et animateur d'un blog sur les questions de défense et de sécurité. Monsieur François Chauvency, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout par rapport à ce discours de Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, lors de l'iftar auprès de CFCM. Et ma première question est la suivante. Le Président Emmanuel Macron a prononcé un discours lors d'un dîner de rupture de jeûne de Ramadan mardi 20 juin devant les représentants de l'islam, le CFCM en l'occurrence, où il a listé les nombreux chantiers à entreprendre, questions identitaires, intégration, formation, organisation, et assurer les participants de son soutien et son engagement. Quels sont les éléments nouveaux et pertinents par rapport à la politique traditionnelle de la France vis-à-vis de l'islam? Oui, alors je dirais que pour vous surprendre peut-être, je n'ai pas le sentiment que le discours soit très nouveau. En revanche, sans doute ce qui a changé, c'est la clarté du discours du président Macron. Il a évoqué un certain nombre de thèmes sans aucune ambiguïté. Il s'est bien sûr exprimé devant le Conseil français du culte musulman, qui ne représente finalement qu'une partie des Français musulmans. Mais je crois qu'il a surtout bien voulu voir exprimer que ce qui n'est pas dit dans son discours, parce que moi, il me semble apparaître, la nation française ne doit pas se fracturer. Nous sommes une nation commune, c'est-à-dire que tout Français, quelle que soit sa religion, en particulier dans notre cas là, a le droit d'exercer sa religion dès lors, et ça, il faut bien le rappeler, que ça n'attaque pas, je dirais, les lois de la République. Et que je crois que tout Français de confession musulmane comprend parfaitement. Donc je dirais qu'il n'y a pas un discours nouveau, il y a surtout un discours réaffirmé en disant
que les Français de confession musulmane ont toute leur place dans la nation française, je crois que personne n'en doute aujourd'hui, et qu'il y a un certain nombre de réformes. Et moi, je voudrais souligner comme les combats qu'il a voulu mettre en avant. Il y a trois types de combats, c'est un peu militaire, mais trois combats. D'abord, contre le fanatisme et la diffusion d'un islam perverti. En effet, nous sommes bien dans une logique de lutte contre le terrorisme qui est d'essence aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire, essentiellement islamique. Donc l'islamisme radical doit être combattu et tout Français, quelle que soit sa confession, doit aller dans ce sens-là. Ensuite, je crois aussi qu'il est contre un islam qui se différencierait de ce qui se fait en France. Pour lui, il y a bien un islam français et pas un islam venant de l'étranger. Je crois que d'ailleurs, le fait de s'être exprimé devant le CFSM, elle pose bien le problème. C'est que nous avons des nations qui sont des États qui sont représentés dans cet organisme. Or, ce qu'a dit le président Macron, c'est que finalement, un islam français est une nécessité. Et puis enfin, il a bien souligné qu'il fallait des imams formés, et des imams a priori, moi ce que je comprends, français, qui vont effectivement bien enseigner l'islam tel qu'il doit être compris, et non pas tel qu'il est perverti par les radicaux islamistes. Justement, M. Chevancy, vous êtes un homme de l'armée et vous connaissez de près ce monde. Il y a un grand nombre de musulmans qui sont dans l'armée et qui défendent le drapeau français. Et même il y a d'autres qui ont laissé leur vie à cause du terrorisme récemment, hein, donc avec l'affaire de Toulouse. Et notre franco-marocain qui a été victime à cette vague de terrorisme, et que, selon vous, et c'est ma question principale, est-ce que les musulmans dans le corps de l'armée, les musulmans français, sont bien conscients comme quoi c'est la République qui prime? Alors, je vais déjà me permettre d'utiliser d'autres termes que ce que vous avez utilisé. Je vais reprendre le terme du président Macron, des Français de confession musulmane et non pas des musulmans français. Je crois que c'est fondamental et qu'il y a une certaine confusion aujourd'hui sur les termes employés. Des Français, quelle que soit leur confession, sont français. Et comme ça, je réponds à votre question. Et je suis heureux d'ailleurs que vous me l'ayez posé comme cela parce que je tiendrais à souligner quand même que dans l'armée française, nous avons le système des aumôniers militaires, dans lequel, sur ces 330 aumôniers environ, on a 30 à 50 aumôniers de confession musulmane. Moi, je dirais qu'il n'y a aucun problème dans l'armée française aujourd'hui avec les questions de religion. Je poserais même la question, comment se fait-il que dans une armée telle que la nôtre, une armée républicaine, il n'y ait aucun problème et qu'il y ait des problèmes dans la société qui l'entoure, alors que nous venons de la société aussi civile. Donc je dirais que peut-être que notre manière d'appréhender la religion au sein des armées est peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus saine, peut-être que ce qu'on voit à l'extérieur. Et donc, pour répondre à votre question, je crois qu'aucun soldat de confession musulmane dans l'armée française ne se pose la question. J'irais même plus loin. Moi, j'ai un de mes ancêtres qui a commandé et qui a servi dans les régiments de tirailleurs marocains à la fin de la Deuxième Guerre, dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de problème de religion au sein de ces régiments. Tout le monde se battait pour le drapeau français. Donc je dirais que c'est presque une non-question. Ceux qui l'évoquent, finalement, sont ceux qui veulent mettre le désordre et créer la fracture. Nous n'avons aucun problème au sein de l'armée française parce que, justement, quand vous allez au combat, on suit le chef. Et le chef, il faut avoir confiance en lui. Et si on a confiance dans son chef, c'est parce qu'il vous a respecté. Et le premier respect, c'est finalement votre liberté de penser et votre liberté de croyance. Il ne vous interdit pas de devoir obéir, mais comme il y a un respect mutuel, on va au combat ensemble. Et là, le problème de la religion ne se pose plus. J'espère avoir répondu à votre question. Justement, M. Chevancy, l'objectif de cette question, c'est de simplement montrer à quel point ces musulmans français, comme vous dites, hein, ces Français musulmans qui combattent et qui sont au front, la société civile doit en tenir compte. C'est ça ce que j'essaie de faire passer comme message à travers cette émission. Ce que nous sommes au front, comme nous sommes dans la société civile, et c'est la République qui prime. Ma deuxième question, si vous le permettez, nous avons été amenés dans nos différentes émissions à soulever beaucoup de points de vue, d'appréciations différentes, voire contradictoires. On est un peu perdu devant l'imbrication des divers éléments de ce dossier et on l'est davantage lorsque la question de la sécurité et du terrorisme revient au centre des soucis. Que pensez-vous? Moi, je dirais que vous m'avez présenté effectivement comme un expert de la guerre de l'information. Aujourd'hui, notre société très ouverte, très démocratique,
s'appuie de moins en moins sur les faits, mais de plus en plus sur la perception des choses. Et je crois que l'aspect du terrorisme islamique, qui ne concerne qu'une infime minorité des musulmans, qu'ils soient français ou non français, est quelque chose qui perturbe effectivement la société en général. Un acte terroriste impacte sur les esprits. Il agit sur les perceptions et ça crée la peur. Moi, je dirais, ma réflexion serait la suivante. Je dirais que déjà, les Français de confession musulmane doivent aussi contribuer dans la lutte contre l'islamisme radical et ne pas tolérer finalement ces islamistes au sein de leur propre, je dirais, communauté. On n'a pas évoqué dans le discours du président Macron, il ne l'a pas dit, la question du salafisme et du wahhabisme. C'est quand même une partie de l'islam qui pose problème aujourd'hui. Donc je crois que, et pour le combattre, il va bien falloir un discours, je dirais, discours pratiquement religieux. Ils font un contre-discours des Français de confession musulmane. Et il y a plein d'idées à développer. Il y a développé, par exemple, moi je ne suis pas musulman, mais est-ce qu'un Coran en français validé par les organismes français musulmans ne serait pas finalement déjà une bonne réponse pour que le Coran soit bien compris? Surtout s'il est mis finalement en exergue par rapport au fonctionnement de nos sociétés, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. S'il y a parfois une incertitude dans la population de confession musulmane, c'est parce qu'elle a l'impression qu'on l'aperçoit mal. J'ai dit l'impression, ça ne veut pas dire que ce soit vrai, mais il y a ça. Donc déjà, il faut qu'il y ait une plus grande transparence, alors peut-être exiger plus peut-être de la communauté musulmane, peut-être, c'est quelque chose. Ensuite, il faut bien voir aussi que le fait religieux ne doit pas être la base de la construction d'une construction identitaire. J'ai évoqué au début de notre entretien la notion de nation. Une nation, ça veut dire quoi? C'est que quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quelle que soit son religion, et je reviens à votre question, on sert la République, on sert la France. Bien sûr. Il faut refuser le discours identitaire. Et on ne doit pas permettre à des individus de se réfugier dans la religion pour refuser l'État qui les accueille. Donc voilà, c'est un petit peu ma réflexion d'aujourd'hui. Et je crois que là, nous avons tous notre part à jouer dans ce combat de longue haleine pour éviter notamment, par exemple, que les jeunes se radicalisent. Il ne faut pas l'oublier. Nous devons aussi lutter contre cette radicalisation, qui veut dire simplement que des jeunes préfèrent servir un islam dévoyé que servir la République et la France. Les acteurs, M. Chauvency, qui pratiquent sur le terrain, je ne vous cache pas la vérité, tout le monde en parle, surtout des CRCM, que je connais un grand nombre de responsables. Tout le monde se plaint des manques de moyens. Et ça, c'est aussi une autre question qui est épineuse et qui pose un problème par rapport à l'action sur le terrain. Dans les mosquées, dans les quartiers, et lorsque il n'y a pas de moyens, donc le message passe mal. Et la dernière fois, il y avait une rencontre ici au studio avec les 3 dignitaires religieux de la région Rhône-Alpes, le grand rabbin de la région Rhône-Alpes, et aussi le représentant du CRCM, et aussi Madame Nicole Fabre, la représentante de l'église protestante, qui étaient présents chez moi ici au studio. Et on a parlé de cette notion de la radicalisation des jeunes. Et la question qui s'est posée, il y avait ce qu'on appelle la laïcité d'un côté, le religieux d'un autre côté, et le religieux qui veut jouer un rôle important, il se trouve coincé entre deux choses, coincé entre la laïcité, pour faire son boulot, mais aussi coincé par rapport au manque de moyens. Et là, je traduis réellement l'idée qui a été dite par les 3 personnes qui étaient présentes. Il manquait de moyens pour agir sur le sol auprès des jeunes et auprès surtout de combattre les autres formes. Vous êtes un spécialiste de la cybercriminalité, vous êtes quelqu'un qui connaît ce milieu. Vous voyez, il y a d'autres portes d'accès qui peuvent détourner nos jeunes, notamment via Internet. Alors moi, j'irais dans une autre direction. Moi, j'entends le manque de moyens partout. Quel que soit, je dirais, le secteur de la société française, tout le monde revendique des moyens. Je ne crois pas que l'argent résolve le problème. Ça, c'est un premier plan. Il faut déjà que ceux qui sont là pour construire finalement la société française aient bien construit le contrat social qui doit rassembler les uns et les autres. Et je crois que si on n'aborde pas le pourquoi on vit ensemble et qu'on ne pense qu'au comment on vit ensemble et par quels moyens, nous n'aurons jamais de réponse à cette question. Parce que les moyens vont primer sur le sens que nous donnons à notre action. Et je crois que là, il y a un effort à faire, c'est le sens du vivre ensemble. Non pas que je sois un adepte du vivre ensemble à 100%, chacun doit avoir une certaine forme de liberté, mais on est une nation où chacun doit trouver sa place. Ensuite, moi je dirais, j'irai un peu plus loin que vous. Ce n'est pas les manques de moyens qui à mon avis, posent le problème.
c'est surtout une certaine déshérence socio-économique. Je crois que en partie le chômage, les conditions économiques, pas uniquement, contribuent aussi à ce désir, entre guillemets, de se radicaliser. Donc il y a cela, en plus les problèmes psychologiques, ensuite les problèmes individuels, le besoin de s'affirmer, le besoin de violence parfois aussi, ou de rédemption pour les anciens délinquants. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Mais je reviens à ma première proposition, c'est d'abord construire un vrai contrat social, c'est-à-dire que chacun trouve sa place dans la société pour vivre ensemble et aller dans un but commun. Tant qu'on n'aura pas défini ce but commun où chacun trouve sa place, nous aurons des radicalisés qui continueront à exister. Je ne dis pas qu'on les enlèvera tous, il y en aura toujours, mais leur puissance de nuisance sera faible. Aujourd'hui, leur puissance de nuisance est moyennement forte. Ce combat doit être mené, et je dis bien, c'est un contrat social. C'est-à-dire que chacun doit s'engager, et ce n'est pas l'argent qui compte, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'on leur propose. Alors qu'est-ce qu'on leur propose, ça c'est une question que je vous retourne. C'est l'école, à mon sens. L'école, déjà. L'école, sans aucun doute, oui. Mais pas uniquement. C'est les parents, c'est la société, c'est l'emploi, l'entreprise. Et l'information. Oui. Oui, bien sûr, il y a un problème de communication. Vous êtes un homme de communication. Vous le savez, donc les moyens de communication jouent un rôle important pour faire passer un message positif, un message constructif. Parce que parler que des attentats, parler que des choses qui sont horribles, ça crée un amalgame chez M. Lambda. C'est là le souci qui se pose, parce que là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une communication éducative qui permettra certainement à avancer dans votre discours. Parce que je ne vous cache pas la vérité, c'est l'idéal. Mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de faibles à y remédier. Monsieur le Président, bien sûr, elle a bien tracé son discours. C'est un discours plutôt citoyen, à mon sens. C'est un discours où il met la place de l'islam dans son contexte français. Mais par contre, il y a des choses à faire sur le plan local, et notamment vis-à-vis des maires, vis-à-vis des départements, parfois un peu plus large vis-à-vis des régions. Parce qu'on voit un certain décalage entre région et région, on voit un certain décalage entre mairie et mairie. Il y a des maires qui sont conciliants, qui essaient de trouver des solutions. Il y a d'autres qui sont radicalisés sur une autre forme de radicalisation, j'ose dire. Donc tout ça, je vous cache pas la vérité, ça pose un réel problème chez les musulmans, autant que musulmans qui sont un peu perdus aussi. Oui, mais je vous dirais que je n'ai pas la prétention, moi, de donner des solutions. Que des pistes de réflexion, moi qui m'interpelle un petit peu tous les jours. Nous avons parlé tout à l'heure de l'armée et des Français de confession musulmane dans les armées. Et je m'étonne toujours, mais avec bonheur, de voir qu'au sein des armées où nous avons quand même, sans ça connaître les chiffres, comme un certain nombre de Français de confession musulmane, tout se passe correctement. Même si parfois il y a des cas, des exceptions. Bien sûr. On est une armée de 200 000 hommes quand même. Ouais. Et ça se passe bien. Donc, je dirais que peut-être les politiques dont vous venez de parler ferait bien de s'inspirer peut-être du mode de management qu'on a dans les armées aujourd'hui pour obtenir l'adhésion de tous à un projet commun et justement dans cet esprit de respect mutuel que je vous ai évoqué tout à l'heure. Justement, c'est l'objectif de ma question. Pourquoi pas le modèle armée français pour une belle intégration de nos jeunes dans un cadre républicain. Ma quatrième question, si vous le permettez, avant de passer à l'international. Les relations de la France et le monde musulman sont anciennes, profonde et complexe. Comment voyez-vous l'avenir de ces relations à la lumière de cet héritage ancien, encore présent aujourd'hui, et la réalité du monde globalisé et pratiquement sans frontières? Alors, je vais d'abord, je dirais, réagir sur la notion de frontières. Je ne suis pas certain que les frontières aient disparu, et je ne suis pas certain qu'il faut qu'elles disparaissent. Je dis simplement que les frontières nous permettent, entre deux mondes, deux civilisations, éventuellement, si je peux utiliser ce terme, cela permet finalement de réfléchir avant toute action dommageable. Les frontières vont définir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, et donc deux mondes qui vont apprendre à s'observer avant de vivre ensemble. Alors il est vrai que, au contact, il est vrai que ça fait maintenant plus de 1000 ans que la France, par la Méditerranée, est au contact du monde musulman. C'est vrai. Et ça s'est passé plus ou moins bien, reconnaissons-le. Ça a plus été des rapports de force que l'on a connus. On dirait qu'aujourd'hui, c'est une radio, focalisée sur le Maroc. Il est certain que les rapports entre la France et le Maroc en particulier sont des rapports qui sont excellents. On est complémentaires dans beaucoup de domaines. Il y a un respect mutuel. Dans le domaine de la sécurité, ça fonctionne bien. Et nous avons effectivement des intérêts communs, comme d'ailleurs le disait M. Guénaud tout à l'heure.
Tout à fait. Nous avons des intérêts communs et je crois que justement il y a de forts liens et qu'on a vécu au combat avec les soldats marocains. Nous nous comprenons. Donc, je dirais que les rapports sont bons. Maintenant, il y a peut-être avec d'autres États, ça se passe un peu moins bien. Mais je dirais que dans tous les cas, c'est un discours d'État à État, avant que ce soit de population à population. Et je crois peut-être qu'il y a des gros dangers qui arrivent, de grands dangers qui arrivent, mais qui ne sont pas des dangers forcément sécuritaires. Le grand danger, et ça ne se comprendra pas que je le dise, c'est finalement cette migration potentielle des jeunes qui se trouvent dans l'Afrique du Nord ou dans l'Afrique centrale, qui viennent en Europe pour trouver du travail, un meilleur être économique. Tout simplement parce que chez eux, ils ne l'ont pas. Donc je dirais que le grand défi est là et que si nous voulons que la stabilité du monde méditerranéen demeure, au moins dans ce rapport Nord-Sud, je ne parle pas du rapport Est-Ouest avec le Moyen-Orient, mais Nord-Sud, il va bien falloir qu'il y ait une forte coopération qui est déjà engagée depuis des années, plus ou moins bien, pour que ces jeunes aient plutôt envie de rester au pays et qu'ils fassent tout le travail et une reconnaissance. Donc je dirais que nous avons pour moi un danger potentiel dans le futur, non pas une opposition de civilisation, mais plutôt un problème de migration économique qui fait que peut-être les uns et les autres se comprendront moins bien en raison du contexte. Voilà, mais c'est un avis tout à fait personnel. Vous avez évoqué, M. Jouancy, comme quoi la relation entre le Maroc et la France, c'est une relation d'exception, excellente. Je suis un franco-marocain, j'ai mes deux pays que je défends avec les moyens de bord. Selon vous, et c'est une question qui a été posée à un certain nombre de mes intervenants donc dans le temps, notamment M. Guinaud, M. Eric Dinici à l'époque. Selon vous, et avec cette déclaration de M. le Président par rapport à sa nouvelle politique africaine, parce que M. le Président a déclaré comme quoi il y a une ouverture vers l'Afrique avec d'autres modes de coopération, que représente pour vous la stabilité du sud du Maroc sur le plan régional, mais aussi surtout pour la sécurité de l'Europe? Vous évoquez a priori la région sahélienne, saharienne, c'est ça? Oui. Saharienne, le sud complètement du Maroc, entre le Maroc et l'Algérie et la Mauritanie, et aussi bien sûr le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, on tombe tout à fait dans le contexte actuel de la sécurité lointaine, qui est d'ailleurs voulue aussi par l'Union européenne. Nous avons été présents depuis très longtemps dans cette région, je dirais, du sud du Maroc, cette zone sahélienne. Maintenant, nous y sommes engagés depuis plusieurs années par l'opération Barkhane, 3500 hommes sur un territoire qui fait 9 mois et demi la France. Et avec quelle mission? La mission, c'est bien d'éradiquer les groupes islamistes, en premier temps. Mais en même temps, indirectement, couper les trafics d'êtres humains, trafic d'armes, trafic de drogue, qui alimentent le djihadisme. Donc vous avez raison, c'est une source d'approvisionnement des djihadistes qui peuvent effectivement menacer à la fois la France et l'Europe. Bon, maintenant, le G5 Sahel, par exemple, qui a été remis en avant il y a quelques jours, qui justement rassemble un certain nombre d'États du Sahel, a pour vocation aussi de créer cette fonction de contre-terrorisme, parce qu'il est normal que des pays directement concernés assurent, je dirais, cette mission. Maintenant, avec l'appui de la France, des États-Unis peut-être, et peut-être de l'Union européenne, au moins par le financement, il y a une vraie mission de sécurité à mener. Sachant que le G5 n'est pas uniquement, je dirais, militaire et sécuritaire. Mais il est certain que la lutte aujourd'hui contre l'islamisme radical passe par un contrôle de la zone sahélienne, et ça protégera tout le monde. Nous savons bien que aussi le Maroc lutte contre ce terrorisme islamique, donc on est tous concernés, et que la première ligne de front aujourd'hui n'est pas forcément en Europe, même s'il y a un lien. Elle est presque, je dirais, au Maroc, peut-être, mais elle est certainement au sud du Maroc et dans le Sahel, où là, effectivement, à mon avis, nous sommes engagés pour de longues années, car l'islamisme radical ne s'arrêtera pas comme ça. Donc le vrai combat, il sera là, donc on y sera longtemps, à mon avis, mais il ne se fera pas uniquement avec nous. D'abord, je crois que ce qu'a dit le président Macron, d'ailleurs, dans une autre intervention, la France ne pourra pas payer en permanence, financer le coût d'une telle opération. Actuellement, ça nous coûte 600 millions d'euros. Même si on est un peu aidé par les Américains, même si l'Europe va payer, il y a un problème de financement. Vous savez qu'il y a quelques instants, nous évoquions le manque de moyens. Engager une force armée pendant de longues années sur un territoire comme ça coûte cher. Il est certain qu'il va falloir se poser la question à un moment donné de la répartition des coûts, qui est-ce qu'on aide, et puis aussi finalement de préserver la souveraineté des États sur place à faire appliquer cette sécurité. Car tous les États sont concernés. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi les États sahéliens et bien entendu le Maroc. Donc c'est un vrai
une vraie stratégie, je dirais presque à long terme, qu'il faut mener. Et puis j'ajouterais quelque chose, je vous ai parlé que de sécurité, je vous ai parlé que de contre-terrorisme. J'ajouterais aussi qu'une partie de l'islamisme radical s'appuie sur un problème de développement. Si un certain nombre d'individus n'ont pas des ressources économiques pour vivre correctement, qu'est-ce qu'ils choisissent? Ils vont choisir effectivement plutôt de devenir, entre guillemets, terroristes ou gangsters parce que ça leur permet de vivre. Donc je crois aussi qu'il y a un enjeu de développement économique de toutes ces régions-là et que le jour où on aura effectivement permis à ces États d'avoir une économie à peu près stabilisée, je crois qu'on aura déjà beaucoup moins de problèmes avec l'islamisme radical qui s'appuie justement sur ces questions-là pour recruter, sinon endoctriner. Et là, je crois qu'on a une vraie mission, mais de long terme, qui ne peut être que commune, collective, organisée et bien entendu financée. Je sais que vous êtes un spécialiste militaire, mais ma question et ma dernière question, si vous le permettez, vous avez, je crois, suivi de près l'évolution de notre pays, de mon pays d'origine, le Maroc, et notamment ce retour triomphal à l'UA, à l'Union africaine, et aussi cette ouverture vers le CEDEAO. Quel message que vous pouvez lancer à ces pays européens, et notamment notre premier fournisseur et client, la France, par rapport au Maroc, d'appuyer cette démarche de coopération que je qualifie Nord-Sud-Sud, que nous avons développé ici sur la région Rhône-Alpes avec le Salon Savinour. Comment peut-on aider ce pays qui, sur tous les fronts, bien entendu, il est sur le plan sécuritaire, il est aussi sur le plan antiterroriste et sur le plan aussi coopération avec la France et notamment les pays européens sur le sol européen pour combattre et pour dénicher quelques personnes qui sèment la terreur ici en Europe. Et nous sommes heureux que la reconnaissance a été faite sur un niveau très élevé de l'État français, mais aussi d'autres pays par rapport à ce rôle du Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme. Quel message que vous pouvez adresser, vous, en tant que militaire, mais aussi en tant que citoyen français, à ces pays européens pour soutenir et aussi pour aider cette coopération Nord-Sud-Sud? Alors, ça n'engage que moi, parce que nous aurons sur un schéma un peu politique. Oui. Moi, je dirais, ma réflexion sur votre question serait la suivante. Il ne faut pas croire que les relations, par exemple, entre la France et le Maroc, soient uniquement perçues comme favoriser des rapports bilatéraux. Je m'explique. On reproche souvent à la France, en Europe, on reproche souvent à la France d'avoir ses intérêts nationaux, stratégiques, notamment avec les anciens pays qu'elle a colonisés. Et que donc on dit, voilà, la France, elle joue sa carte. Sa seule carte, c'est la sienne qui compte. Les autres États européens, s'ils peuvent payer l'engagement de contre le terrorisme, tant mieux. C'est peut-être en partie vrai, parce qu'on ne peut pas tout payer. Mais néanmoins, la guerre contre le terrorisme, aujourd'hui, concerne tous les États européens. Ce n'est pas parce qu'il y a des rapports bilatéraux très forts, par exemple, entre la France et le Maroc, mais aussi avec d'autres États du nord de la Méditerranée, que c'est forcément préserver les intérêts français. Et donc, s'il y avait un message à faire passer à ces autres États européens, c'est que nous ne privilégions pas les intérêts français dans cette guerre contre le terrorisme. Et c'est souvent d'ailleurs le discours, ça a été aussi le discours du président précédent en France, de dire que la première ligne de défense, la France aujourd'hui l'assume, mais elle l'assume pour les autres, en partie, et elle l'assume très loin. Ça veut dire que les autres États pourraient aussi participer, non pas parce que la France veut garder sa domination, entre guillemets, d'influence, mais parce que simplement qu'on a tous intérêt à lutter contre ces terroristes islamiques. Et je pense que c'est ça le message. Ne pas dire que la France privilégie ses intérêts, on a des intérêts, il ne faut pas être naïf, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui passent devant. Ce qui est important, c'est notre sécurité à tous. Si l'Europe n'est pas en sécurité, personne ne sera en sécurité. Si le Maroc et, je dirais même, l'Afrique du Nord n'est pas en sécurité, personne ne sera en sécurité, car il y aura des bases arrières pour permettre aux terroristes de venir en Europe, et puis, je dirais même, l'Afrique francophone en général. On voit bien qu'il se passe aussi des choses, et on peut descendre jusqu'au Nigeria, avec Boko Haram. Nous avons besoin de cette stabilité. Et l'Europe doit être consciente de l'intérêt qu'elle a à s'investir dans la sécurité en Afrique, qui passe pas uniquement par des questions, je dirais, militaires et policières, mais aussi par une aide au développement, parce que je persiste en disant que le développement économique est un des moyens, pas uniquement, un des moyens pour éviter justement la prolifération des islamistes radicaux. Car on apporte une réponse économique à des besoins humains, et quand les besoins humains sont satisfaits, il y en a beaucoup moins de ces humains qui ont envie de se battre. Donc il faut
gouvernement à peu près stabilisé, qu'on a une société qui fonctionne, on a beaucoup moins envie de faire la guerre. Et finalement, c'est un facteur de paix. Le développement est un facteur de paix. Exactement. Général François Chevancy, général de l'armée de terre, du cadre de réserve, expert sur les questions de guerre, de l'information, animateur d'un blog que je conseille tout le monde de le visiter, animateur d'un blog sur les questions de défense et de sécurité. Je tiens à vous remercier personnellement de cette acceptation. Sachez-le que votre décryptage sécuritaire et ses clarifications concernant le Sahel et le sud du Maroc par rapport à la stabilité, par rapport à la sécurité de l'Europe, des moments très forts par rapport à l'émission Arc-en-Ciel. Et je tiens à vous remercier infiniment et je vous dis à très bientôt. Bon courage à nos soldats républicains là où ils se trouvent. Merci à vous. J'ai aussi passé un excellent moment à discuter avec vous et avec nos auditeurs par votre intermédiaire. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.